Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, lundi 25 janvier 2021, 6 heures, 18 heures du Québec. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les cousins français, les amis européens, déjà vous êtes à l'heure du lunch, alors heureux de vous retrouver. Donald Trump est plus président et on continue de parler de lui, naturellement, parce qu'il y a quelque chose d'important qui s'en vient le 8 février, le début de son procès. Pour destitution, même s'il n'est plus à la tête du gouvernement, le 8 février. On verra comment ça va se terminer. Mais pour l'instant, je vais vous amener dans quelque chose d'intéressant. Ça nous est rapporté par Politico. Et ça m'a quand même appris beaucoup de choses. Hein, nous qui ne sommes pas américains, mais qui s'intéressons à la politique américaine, comme vous en Europe et ailleurs dans le monde. Les bibliothèques présidentielles, hein, on entend parler de ça souvent. Et j'ai pensé à tort que chaque président avait, après sa présidence, la construction d'une bibliothèque payée par l'État. Donc, tu sais, c'est là où tu te rends compte que on a des perceptions qui sont fausses, souvent. Et c'est pour ça que c'est important de toujours aller s'informer aux bonnes sources, et non pas se fier à du n'importe quoi ou du à peu près tantisme. Politico nous apprend que il n'y aura peut-être pas de bibliothèque présidentielle Donald Trump. Si vous comprenez comment les bibliothèques présidentielles, les bibliothèques présidentielles sont créées, il est difficile de voir comment Trump pourrait y parvenir. On va aller en lire un petit bout ensemble, puis je vous laisserai la totalité, comme d'habitude, du lien dans la boîte de description. Depuis des mois, alors que le mandat du président Donald Trump approche, donc on était à une autre époque, les historiens et les journalistes jouent à un jeu de spéculation. À quoi ressemblera la bibliothèque présidentielle de Trump? Un sanctuaire pour son ego, a prédit un historien dans le Washington Post. D'autres imaginent un parc à thème ou un exercice plein MAGA, hein, pour Make America Great Again, qui était son slogan, pour changer l'image de sa présidence. Un rapport a déclaré qu'il essayait de collecter 2 milliards de dollars pour le construire. Voici une autre possibilité plus probable, il n'y en aura pas de bibliothèque. Ce n'est pas parce qu'il ne lit pas de livres, les bibliothèques présidentielles ne sont pas ce genre de bibliothèque, et ce n'est pas parce que sa présidence s'est terminée par une insurrection choquante au Capitole américain, attisée par Trump lui-même, entraînant une deuxième destitution. D'autres présidents ont démissionné dans la disgrâce. Richard Nixon a démissionné, Herbert Hoover a perdu dans une défaite écrasante, blâmé pour la Grande Dépression et a toujours ses bibliothèques. Trump n'arrivera probablement même pas à construire une bibliothèque privée, comme celle de Nixon a finalement créée pour lui-même, ou encore le centre pour lequel Barack Obama a eu beaucoup de mal à se lancer, qui manquera de présence gouvernementale, de centres de recherche ou d'archives. Les bibliothèques présidentielles sont compliquées. Et si vous comprenez comment elle fonctionne et comment Trump lui-même fonctionne, il est presque impossible de l'imaginer en train de réussir. Les conséquences de cet échec pour Trump et ses partisans iront au-delà d'un simple bâtiment, sans une bibliothèque, un centre ou une sorte d'institut pour consolider sa réputation. Son héritage en tant que président et sa place dans l'histoire risquent de tomber encore plus hors de son contrôle. La première et la plus importante raison de ne pas s'attendre à une bibliothèque Trump est qu'il en coûte cher d'en construire une. Le gouvernement peut payer pour la protection à vie des services secrets, mais il ne met pas en avant l'argent pour une bibliothèque. Aucun fonds fédéral ne peut être utilisé pour construire ou équiper une bibliothèque présidentielle. Donc, voyez-vous, c'est là où ça devient intéressant et c'est là où moi j'ai appris plein de choses. Je pensais que c'était le gouvernement qui payait pour des constructions et payait pour les bibliothèques présidentielles. Et ce n'est pas le cas. Et aucune propriété fédérale ne peut être utilisée. Pour lancer le bal, les anciens présidents doivent créer une organisation à but non lucratif pour recueillir des centaines de millions de dollars, bien qu'ils puissent le faire en quantité illimitée, avec presque aucune divulgation de n'importe quelle source, n'importe où dans le monde. Il est beaucoup plus facile de le faire pendant leur mandat. La plupart des présidents des présidents des bibliothèques fédérales ont commencé à planifier, même à collecter des fonds avant la fin de leur mandat. Franklin Roosevelt a ouvert sa bibliothèque environ 5 mois après le début de son 3e mandat. Eisenhower, Lyndon Johnson et Ronald Reagan ont même innové avant de quitter leurs fonctions.
et Obama, qui a initialement annoncé qu'il ne ferait aucune collecte de fonds active pendant son mandat, a accepté passivement des millions de dollars dès 2014. C'est d'autant plus difficile pour un président à mandat unique, étant donné la nature brusque et souvent inattendue de son départ prématuré de la Maison-Blanche. Inutile de dire que si Trump, qui n'a toujours pas admis avoir perdu, a un tel effort en cours, il ne l'a pas rendu public. Certes, Trump est un marchand de roues, mais les besoins en argent sont plus rigoureux qu'il n'y paraît. Si un président veut construire une bibliothèque qui devienne un établissement fédéral, la voie habituelle est pour lui d'en donner tout ou une partie au gouvernement. Et dans ce cas, la loi impose une dotation supplémentaire pour les opérations et l'entretien aux archives nationales de 60% du coût initial du projet complet. Donc, c'est l'ex-président qui doit d'abord trouver tous les fonds et ensuite, s'il veut, comme on le voit ici, veut construire une bibliothèque qui devienne un établissement fédéral, la voie habituelle est pour lui, le président ou l'ex-président, d'en donner tout ou une partie au gouvernement, mais il faut que tu fasses un don aussi additionnel de 60% du coût du projet complet pour l'entretien. Même pour les présidents qui ont fait preuve de décennies de persévérance mature et d'attention à leurs principaux donateurs, il peut être difficile de collecter ce genre d'argent. La collecte de fonds devient de plus en plus difficile chaque année qu'un président est absent de ses fonctions. Cela devient encore plus difficile après sa mort. Donc, moins tu es proche de l'actualité, comme les années passent, plus c'est difficile, on nous raconte, de faire des levées de fonds pour la survie de ta bibliothèque. Il peut sembler moins coûteux à court terme de ne pas donner la bibliothèque au gouvernement pour éviter la fameuse dotation importante pour l'entretien. Mais à long terme, c'est plus cher la dotation et ce qui permet légalement au gouvernement de couvrir les coûts d'exploitation futurs. Sans le financement, le personnel et les ressources du gouvernement, une fondation présidentielle devrait payer des millions de dollars par année pour gérer l'installation à perpétuité. Quand cet argent était épuisé, la bibliothèque fermait ou au mieux se jetait à la merci de Washington. La fondation de Nixon a dirigé la sienne pendant 16 ans avant de finalement l'abandonner. Presque tous les présidents ont eu des problèmes avec la sélection du site. La mère de Franklin Roosevelt ne voulait pas céder une partie du domaine familial. Les proches de Truman ne voulaient pas qu'il utilise la ferme familiale. Les gens de Cambridge, Massachusetts, ne voulaient pas que la bibliothèque Kennedy amène des centaines de milliers de touristes dans ces petites rues. La fondation a été bloquée pendant des années de protestations et de retard de construction, abandonnant finalement le site choisi par John F. Kennedy. Nixon a démissionné avant de pouvoir finaliser son plan secret pour construire sa bibliothèque au milieu de 4000 acres qu'il a illégalement arrachés alors qu'il était président du Marine Corps Base Camp Pendleton. Or, Trump où pourrait-il mettre sa bibliothèque? Parfois, les universités aident à fournir des logements aux présidents locaux, comme l'Université du Texas, qui a fourni 30 acres sur son campus d'Austin à Lester B. Johnson. Mais il est difficile d'imaginer que l'un des collègues de Trump, Fordham ou Penn, héberge volontiers sa bibliothèque. Des présidents encore moins controversés se sont heurtés à de tels plans. La Duke University a rejeté Nixon, qui a obtenu son diplôme en droit à cet endroit-là. Stanford a rejeté la bibliothèque Reagan. Les professeurs et les étudiants de la Southern Methodist University ont protesté contre la bibliothèque de Bush, mais la bibliothèque a finalement ouvert ses portes sur son campus University Park, alors que chacun de ses présidents ont eu des controverses. Aucun n'a été aussi largement vilipendé que George W. Bush à l'époque. Quelle que soit la forme de l'opposition, il peut être difficile de persister et de surmonter, même pour les anciens présidents les plus patients et les plus connectés. Le Centre Obama a vu son inauguration retardée pendant des années par l'opposition de la communauté à Chicago, la ville qui a lancé sa carrière politique. Trump a également des défis qui lui sont propres au moment d'écrire ses lignes. Nous ne savons même pas s'il se présentera à nouveau en 2024. Nous ne savons pas s'il lancera un concurrent à Fox News, à ON News ou à Newsmax News. Nous ne savons pas s'il cherchera à former un nouveau parti ou si son parti cherchera à rompre avec lui, bien que ce dernier habituellement semble peu probable de le faire. Nous savons que l'annonce d'une bibliothèque présidentielle, d'un centre ou d'un quelque nom que ce soit est le signe de la fin d'une carrière politique. Une pierre angulaire, en fait, un avis de départ à la retraite, du moins de la recherche d'un bureau, et Trump a montré
peu de propension à sortir de manière décisive de la vue du public. Même s'il le faisait, Trump devrait alors lever, légitimement et selon les lois de l'État dans lequel il a créé sa fondation, des centaines de millions de dollars pour construire une bibliothèque présidentielle traditionnelle avec un musée, des archives et un espace public pour les événements, des bureaux de sa fondation et toute autre activité qu'il souhaite entreprendre dans un environnement juridique et financier aussi limité. Pour dire le moins, Trump a montré peu de capacité à exploiter une fondation à but non lucratif légitime, sans parler de créer une dotation. Il aura beaucoup de mal à le faire dans son État d'origine, New York, en vertu d'une ordonnance du tribunal de 2019, après avoir admis avoir personnellement abusé des fonds de la Trump Foundation. Trump a accepté un règlement qui, s'il réussissait à persuader quelqu'un de lui donner de l'argent, mettrait une laisse extrêmement courte sur toute organisation à but non lucratif qu'il pourrait lancer dans cet État. S'il construit une bibliothèque, il est probable que Trump voudrait la légitimité et l'imprimatur du gouvernement fédéral comme un sceau d'approbation pour son histoire racontée à sa manière. Il aimerait peut-être même que les Archives nationales hébergent ses expositions sur la façon dont grand il a fait l'Amérique encore une fois, hein, Make America Great Again, et peut-être à quel point le vol de son deuxième mandat a été grand. Mais pour faire quoi que ce soit, la loi l'obligera non seulement à dépenser de l'argent pour le terrain et la construction, mais aussi recueillir des centaines de millions de dollars supplémentaires et de le donner, presque impensable au gouvernement, surtout quand on connaît Donald Trump. Donc, vraiment, vraiment, je vous continuerai la lecture, c'est encore un bon petit bout à lire, mais ça nous en apprend beaucoup sur, finalement, les bibliothèques présidentielles, et ça m'en a appris beaucoup, puis j'espère que ça vous en apprend aussi. J'avais cette fausse impression que c'était le gouvernement qui automatiquement construisait, mais pas du tout, loin de là.